Après avoir passé le week-end ensemble, ce lundi matin de la mi-décembre 2024, Martin, comme chaque matin, s'est levé tôt et s'affaire à préparer le petit déjeuner et enfourne les croissants qu'il avait sortis la veille du congélateur pour finir par préparer le café qu'il s'apprête à apporter à Marion sur un plateau. Marion qui dort encore s'éveille doucement en étirant ses bras, les yeux mi-clos. Quelle heure est-il? C'est déjà lundi? Eh oui, il est 5h30 et il est temps de te réveiller. Martin s'assoit sur le bord du lit, pose délicatement le plateau à ses côtés et embrasse Marion. Bonjour toi, tu as passé une bonne nuit, tu peux rester couché, tu as encore le temps. Non, je dois commencer tôt ce matin, tu sais bien qu'il ne me reste qu'à peine 2 semaines avant de boucler mon projet, avant mon départ auprès de ma famille. Oui, malheureusement, je n'ai pas oublié ton fameux départ pour les fêtes de fin d'année. Martin repart alors dans la cuisine pour finir de préparer le petit déjeuner. Marion, qui, de par l'odeur des viennoiseries, toute chaude et tout juste sortie du four, le rejoint peu de temps après. Super, tu as pensé à sortir les croissants, en plus tout chaud, comme je les aime. Oui, j'y ai pensé hier soir, juste avant de nous coucher, alors comment te sens-tu ce matin, prête à retourner auprès de ta famille, comme tous les ans? Ne m'en parle pas, en plus du boulot, j'ai bien envie de faire une exception cette année et de ne pas y aller. C'est une bonne idée. Mais pense un peu à ton père, qui se fait une joie de te revoir, il serait tellement déçu. Oui, je le sais bien, mais avec les pressions que j'ai à subir au travail, je suis vraiment exténuée en ce moment. Tu ferais mieux de relativiser un peu sur ton travail et de penser aussi à te reposer, tu ne t'es quasiment pas arrêté cette année encore. C'est vrai, tu as raison, mais un nouveau projet en cours est sur mon bureau actuellement et je suis dans l'obligation de le traiter avant mon départ. J'imagine que tout cela doit être prenant. Tu as eu récemment des nouvelles de ta mère? Oui, avant-hier sur Messenger, nous avons discuté toutes les deux. Tu sais, tant que je n'aborde pas le sujet de notre couple, tout se passe à merveille avec elle. Bon, ce n'est pas tout ça, mais il faut que j'aille me préparer, je vais me mettre en retard. Marion se lève et va prendre sa douche, puis devant sa glace, elle se coiffe et se fait une queue de cheval en guise de coiffure, considérant, en voyant sa mère certains soirs sur Messenger, coiffée elle-même d'un chignon, que cette coiffure est trop stricte et qu'elle ne veut plus donner dans une forme de mimétisme envers elle, pour pouvoir enfin s'affirmer en tant que femme. Après s'être légèrement maquillée, Marion rejoint Martin dans la cuisine. Merci pour la vaisselle, mais dis-moi, pendant mon absence? Tu ne vas pas rester cloîtré comme l'année dernière. Je pense que Pierre a une mauvaise influence sur toi et que tu vas finir par lui ressembler, si tu continues comme ça. Pour tout te dire, Pierre et Claudine m'ont invité cette année pour le jour de l'an. Mais je pensais qu'il partait fêter la bonne année auprès de la famille de Claudine en Martinique. Non, malheureusement pas, ils n'ont pas réussi à réunir les fonds nécessaires pour partir, alors ils restent à Paris. Mince, leur morale a dû en prendre un coup, j'espère qu'ils pourront prochainement faire le voyage, on aura l'occasion d'en parler le week-end prochain, quand on se verra. Oui, ne t'inquiète pas pour cela et ne te mets pas en retard, sinon tu vas encore stresser dans les embouteillages. Tu as raison, je me sauve, passe une bonne journée mon chéri, à ce soir. À toi aussi mon cœur, ne rentre pas trop tard, à ce soir. Pour Marion, ces 2 semaines se passent dans le stress journalier et le bruit des bureaux, mais toujours assidue dans ses tâches quotidiennes, elle se dit dans son fort intérieur que cela lui laisse présager une grosse fatigue le jour de son départ. Devant effectuer certains déplacements sur Paris afin d'échanger avec ses clients sur l'organisation de ses équipes, la manière d'organiser chaque événement, sans oublier bien sûr le temps imparti à la mise en application et les comptes rendus interminables propres à son travail, qu'elle doit remettre en main propre à Jean-Louis, son responsable, avant son prochain départ. Marion est exténuée, mais qu'à cela ne tienne, Marion est volontaire et courageuse et le jour de la veille de Noël, elle réussit à clôturer son projet devant les yeux ébahis de son responsable, Jean-Louis. Il est 19h passées, fatiguée mais soulagée d'avoir refermé la porte de l'entreprise derrière elle, sans le moindre souci d'un manquement professionnel. Marion se dirige vers sa voiture et défait sa queue de cheval, dévoilant sa longue chevelure blonde. Elle s'installe au volant de sa coccinelle bleue outre-mer, que son père, Maurice lui avait offert le jour de ses 20 ans, notifie l'adresse de ses parents sur le GPS et la voilà partie, sillonnant les rues de la capitale. Quel soulagement d'avoir fini ce projet dans les temps et qui lui tenait tant à cœur, pense-t-elle, et c'est ainsi, libérée par ses obligations, que Marion peut entreprendre sa route tranquillement.
Ce soir-là, la nuit du mardi 24 décembre, le fond de l'air est frais et humide et c'est en arrivant sur le département de l'Aisne que Marion perçoit un léger brouillard à l'horizon. Fatiguée par cette route interminable, elle décide alors d'appeler Martin, qui lui, pendant ce temps, s'est préparé un plateau devant la télévision. 2 semaines sans Marion lui semblent être le bout du monde, mais il savait faire preuve d'abnégation envers elle, lui donnant l'occasion de revoir sa famille en pensant que les retrouvailles parmi les siens lui permettraient de se ressourcer moralement. Allô Martin, c'est moi, j'avais envie de t'appeler. Alors comment te sens-tu? Oh, c'est toi Marion, c'est sympa de me donner de tes nouvelles, tu n'es pas trop fatiguée j'espère, à cette heure-ci, tu ne devrais pas tarder à arriver chez tes parents. Non, je tiens le coup, merci, je suis à une demi-heure de chez eux, surtout, ne t'inquiète pas, je t'appellerai dès mon arrivée et ne manquerai pas de t'informer des nouveaux commérages de ma mère. Non, pas ça, pense plutôt à prendre des nouvelles de ton père et lui faire mes amitiés, toujours égal à lui-même. Je n'y manquerai pas mon chéri, je vais te laisser, il y a un peu de brouillard sur la route, mais ne t'inquiète pas, je reste prudente, je t'embrasse bien fort. Moi aussi mon cœur, fais attention à toi sur la route et reviens-moi vite. Fatiguée, mais sereine d'avoir parlé à Martin avant son arrivée chez ses parents. Marion aborde alors une descente vertigineuse en direction de Vic-sur-Aisne. Alors qu'elle est sur cette route escarpée et sinueuse, Marion redouble d'attention, quand tout à coup, au détour d'un virage en épingle, un vieux camion berlier de 26 tonnes surgit devant elle à faible allure et vient déborder largement sur sa voie. Marion, choquée par cette vision d'horreur, braque de manière instinctive son volant et, sans même réfléchir, déporte son véhicule sur sa droite, vers un précipice donnant sur la lisière de la forêt. En l'espace d'un instant, Marion voit la chronologie de sa vie défiler devant ses yeux. De sa plus tendre enfance à son adolescence toujours auprès de son père, des années de lycée jusqu'à son cursus final à la faculté, de ses amours déchus et de sa carrière au sein de son entreprise, pour finir par l'instant où elle a rencontré Martin dans ce pub et de toutes ces années de bonheur passées à ses côtés. Les 4 roues de sa voiture quittent alors l'asphalte, le véhicule fait une envolée puis une lourde chute, pour retomber violemment en accumulant une série de tonneaux, dans un bruit de fracas de tôle broyée, pour finir sa course contre un chêne centenaire. À ce moment précis, Martin, somnolent devant la télévision, se réveille brusquement d'un ressenti soudain, comme un mauvais pressentiment. Mais il se rassure vite en pensant qu'il ne s'agissait que d'un mauvais rêve et finit par se rendormir paisiblement. Aucune trace ne laisse présager l'effroi présent, il fait nuit, la lisière de la forêt ne laissant apparaître la moindre trace de l'accident. Le chauffeur, après avoir subi un état de somnolence passager, est lui-même assourdi à écouter de la musique, un casque audio sur ses oreilles, et à continuer sa route, sans même avoir constaté les conséquences qu'il a laissées derrière lui. 22 heures, sonne le carillon de l'horloge au sein du domaine de la famille de Marion. Maurice, nerveux de ne pas voir sa fille arriver, alors qu'elle aurait dû être là à 21 heures, saisit le téléphone afin de joindre Martin, puis, d'un sentiment exacerbé et d'une voix chevrotante, s'adresse à lui. Allô, Martin? C'est moi Maurice, le papa de Marion. Bonsoir Maurice, Marion est bien arrivée chez vous, c'est gentil de me prévenir. Non, malheureusement pas, c'est pour cela que je t'appelle, elle n'est toujours pas arrivée chez nous, as-tu eu de ses nouvelles récemment? Je crains qu'il lui soit arrivé quelque chose. Martin, sous l'emprise d'un frisson glacial lui parcourant le dos, répond. Oui, j'ai eu des nouvelles d'elle, il y a à peu près 1 heure de cela, elle avait l'air sereine et s'apprêtait à arriver chez vous. Cela fait 1 heure qu'elle aurait dû arriver, j'ai essayé de la joindre, mais elle ne répond pas, cela m'inquiète énormément. Écoute Maurice, elle a peut-être eu un inconvénient sur la route, je pars immédiatement à sa rencontre, je connais la route et ne manquerai pas de te tenir informé, si j'ai des nouvelles. Merci Martin, je reste près du téléphone à guetter ton appel, préviens-moi dès que tu as la moindre information, à plus tard. D'accord Maurice, tu peux compter sur moi, à tout à l'heure. Suite à la conversation téléphonique avec Maurice, Martin insiste à appeler Marion sur son téléphone portable, mais tombe inexorablement sur sa messagerie. Martin alors, sous l'emprise du stress, met fin à ses appels, le temps de s'habiller, de se mettre un peu d'eau sur le visage et le voilà parti sur les traces de Marion. Commettant quelques infractions au code de la route sur l'autoroute après avoir passé la nationale à travers les petits villages, Martin se renseigne tant bien que mal. À cette heure-ci, il ne trouve personne dans les rues le soir à la veille de Noël et tous les petits commerces sont fermés. Traversant chaque canton et hameau qu'il croise, ne font pour lui que d'accentuer son angoisse et sa détresse. Après avoir passé 2 longues heures infructueuses, depuis son départ, à la recherche de Marion, Martin se rend à l'évidence qu'il serait préférable de rejoindre Maurice et Christine chez eux. Peut-être qu'enfin Marion est là, auprès de sa famille, à célébrer Noël en festoyant autour d'un repas qui s'est fait attendre. Mais Martin sait, dans son fort intérieur, que Maurice l'aurait forcément prévenu.
Une fois arrivé au domicile, Martin s'empresse d'aller sonner au grand portail métallique du domaine. Le portail automatique s'ouvre et Martin emprunte le sentier recouvert de gravier et bordé de peupliers pour enfin arriver au manoir de ses beaux-parents. Il s'apprête alors à sonner à la porte d'entrée, quand tout à coup, Maurice lui ouvre et s'empresse de le faire rentrer. Tous deux se dirigent vers la salle à manger et prennent place autour de la table. Je viens tout juste d'appeler le poste de la gendarmerie afin de leur signaler la disparition de Marion. Il est minuit passé, elle nous aurait prévenu d'un incident quelconque, il lui est forcément arrivé quelque chose, que t'a dit la police à ce propos? Ils m'ont simplement évoqué une fugue probable, jusqu'à me faire penser que ma propre fille aurait voulu, sur le coup de l'émotion, tout quitter en oubliant ses proches. C'est à ce moment-là que le téléphone retentit. Monsieur Chesnec, bonsoir monsieur, lieutenant Moreau, nous avons retrouvé le véhicule de votre fille, je suis actuellement sur la zone, pourriez-vous nous rejoindre dans les plus brefs délais, s'il vous plaît? L'officier ne s'attarde pas sur la situation, ni même à donner des explications. En énonçant à Maurice les indications nécessaires, afin que lui et Martin les rejoignent sur l'emplacement du véhicule. Nerveux, Martin prend alors sa voiture et Maurice monte à ses côtés. Arrivé sur la zone décrite par le lieutenant Moreau, Martin entreprend l'ascension de cette route escarpée et sinueuse. Martin et Maurice ne présageaient rien de bon à ce qu'ils allaient découvrir, se regardant mutuellement avec un regard plein d'inquiétude et de circonspection. Dans l'un des virages de cette route ascendante, ils aperçoivent des lumières bleues au loin dans l'obscurité et le brouillard. Arrivé à proximité de la zone balisée, Martin stoppe brusquement son véhicule et s'apprête à dévaler la pente abrupte, comprenant alors ce qui s'était passé, quand deux agents des forces de l'ordre le saisissent par les bras, lui interdisant de descendre plus bas. Martin se débat en hurlant et finit par se libérer pour arriver au fond du dénivelé. Là, affaissé contre un vieux chêne, il perçoit difficilement dans le brouillard la voiture de Marion en pièces, littéralement détruite par les impacts qu'elle avait subis. Ne pouvant retenir ses larmes, il s'avance près du côté conducteur et aperçoit la longue chevelure blonde de Marion, sa tête reposant sur le volant. Martin lui passe sa main dans ses longs cheveux blonds, découvrant une partie de son visage, alors maculé de sang. Pris par l'effroi de cette vision à laquelle il vient d'être confronté, Martin s'agenouille et se recroqueville sur lui-même, sa tête entre ses bras. Tous ses souvenirs viennent se bousculer dans ses pensées, mais dans un dernier instinct de survie, il lève la tête et regarde en amont toutes ces lumières bleues qui scintillent et s'efforce malgré lui de gravir cette pente abrupte, comme pour remonter à la surface, parmi les vivants. Les jambes tremblantes, pétrifié par cette vision d'horreur, Martin part annoncer la défunte nouvelle à son beau-père. Maurice titube en l'apprenant et prend aussitôt appui sur la voiture de Martin, comme victime d'un déséquilibre, puis il finit par se redresser pour prendre Martin dans ses bras et se met à pleurer dans le creux de son épaule, désevré et anéanti par cette situation plus que douloureuse. Martin commence à épauler Maurice pour l'amener jusqu'à sa voiture, afin de le raccompagner à sa demeure. Après s'être entretenu avec le lieutenant Moreau, Martin reprend le volant, son beau-père Maurice à ses côtés. Tous les deux sur le chemin du retour, sont sous l'emprise d'un mutisme total, plongeant eux-mêmes dans l'introspection d'une culpabilité sans fondement et se regardent mutuellement les yeux pleins de larmes. Alors arrivé au manoir et après avoir déposé Maurice, Martin est décimé et n'a pas le cœur de rentrer afin d'évoquer cette tragédie avec son beau-père. Se refermant sur lui-même, il préfère affronter seul cette fatalité plutôt que de rester, car il faut bien l'admettre, passer cette nuit dans la famille de Marion à proximité de cette zone accidentée et de ce qu'il avait perçu dernièrement, était pour lui, au-dessus de ses forces, pour finir par se réveiller le lendemain dans un tel lieu, qui ne ferait que de raviver ses propres souffrances. Et c'est ainsi que Martin reprend sa route, afin d'occulter au plus profond de lui, les dernières images de celle qu'il aura tant aimée tout au long de ces années. La nuit du 25 décembre, il n'y a personne sur les routes et c'est seul dans cette obscurité opaque que Martin retourne chez eux ou tout au moins, chez lui maintenant. Arrivé à l'appartement, Martin s'effondre sur une chaise, les yeux dans le vague. Plus rien alors ne transparaît sur son visage ni même dans son regard. Qu'allait-il devenir sans elle, après toutes ces années passées à ses côtés, se culpabilisant ou rejetant la faute sur le destin, qui continue à s'acharner sur lui? Martin passe le restant de la nuit à zapper sur toutes les chaînes de son poste de télévision, sans même prêter une véritable attention au programme, ne trouvant pas le sommeil. Il essaye tant bien que mal de pallier aux minutes et aux heures qui passent. Le lendemain, en fin d'après-midi, Martin apprend, suite à l'appel de Maurice, son beau-père, qu'il doit se préparer afin de revoir Marion une dernière fois au funérarium le jour de son enterrement. La veillée funèbre aura lieu dans 3 jours à Vic-sur-Aisne et pour lui, ce serait une seconde mort dans l'âme, qu'il aura encore à subir. Le jour est arrivé alors que Martin est déjà sur les lieux du funérarium de Vic-sur-Aisne. C'est un petit établissement qui longe la route principale, donnant accès à plusieurs places de stationnement. Pierre et Claudine arrivent peu de temps après, sortent de leur voiture et se dirigent vers Martin.
Après avoir fait la connaissance de la grande famille de Marion, à les entendre évoquer des souvenirs de son enfance, Martin ne peut s'empêcher d'aller voir Marion une dernière fois, sachant que désormais sa présence si singulière ne fera plus jamais partie de sa vie. Appréhendant de la voir allongée là, le corps inerte et ayant déjà occulté sa présence par obligation. Le fait de la revoir une dernière fois est pour lui un véritable supplice et espère ne plus jamais avoir à subir de telles épreuves. Dès son entrée dans la chambre funèbre, Martin fut pris par un immense sentiment de tristesse, comme s'il ressentait toutes les souffrances des autres personnes ayant été confrontées à ce lieu. Martin entre seul dans la chambre funéraire, Marion est là allongée sur une table, les yeux fermés et laissant paraître un petit sourire, dévoilant une petite fossette au creux de sa joue. Elle porte toujours son alliance à son annulaire que Martin lui avait offert le jour de leur crémaillère. Martin s'approche lentement et d'un geste délicat, lui pose une dernière fois sa main sur sa joue, puis ferme les yeux et se remémore tous les instants passés auprès d'elle. Martin, comme à son habitude et malgré les circonstances, s'adresse alors à Marion, lui relatant quelques bons souvenirs qu'ils ont partagés ensemble, jadis. Mais le temps passe et la fin de la veillée funèbre est arrivée. Martin est alors prié de quitter la chambre, prenant le chemin de la sortie. Il se retourne et dans un dernier regard perçoit Marion, comme endormie, la femme qu'il a tant aimée dès les premiers instants de leur rencontre et qui va tant lui manquer. Tous les invités ont pris place au sein de l'église, debout à attendre le début de la cérémonie. Maurice ayant organisé l'enterrement a demandé au prêtre de s'exprimer en l'hommage de sa fille et aussi de diffuser une œuvre de Georges Bizet dès l'arrivée de son cercueil au sein de l'église, Les Pêcheurs de Perles, interprété par Cyril Dubois. C'est Maurice qui avait initié Marion à la grande musique dès son plus jeune âge. La famille et les amis de Marion furent alors sous l'emprise d'un incommensurable sentiment de tristesse lors de l'entrée de son cercueil au commencement de la cérémonie. Martin lui fait preuve de stoïcisme envers ses proches et a su garder en lui ses propres émotions, ne voulant pas laisser paraître sa détresse aux yeux des invités et de la famille, jusqu'au moment où Maurice prend la parole. Maurice s'avance pour monter à la chaire médiévale et d'une voix remplie de trémolo, s'exprime au micro. Bonjour à tous et merci pour votre présence. Je n'ai pas l'habitude de m'exprimer au sein d'un tel lieu et en de telles circonstances, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Marion n'était pas seulement une jeune femme ravissante, elle avait surtout une grandeur d'âme à tous les égards, à toujours vouloir faire le bien autour d'elle. Certes, je n'ai pas toujours été à son écoute, sous l'emprise de mes responsabilités professionnelles, mais sache ma fille, que tu es et demeures ma plus grande réussite que j'ai pu accomplir tout au long de mon existence. J'aimerais, pour finir, rendre un dernier hommage à son compagnon, Martin, qui a su faire d'elle une femme parfaitement épanouie, à travers tant d'années à l'avoir aimée et épaulée, comme il a su le faire. Je t'aime, fils. Je vais rendre maintenant la parole au prêtre Fourcade, maître de cérémonie. Merci à tous pour votre attention. À ce moment-là, Christine lance à Maurice un regard extrêmement courroucé. Mais Maurice lui, n'en fait pas cas et tourne la tête, pour reprendre sa place auprès d'elle, dans un mutisme total, sans même la regarder, alors que Martin, lui, retient ses larmes, faisant preuve de stoïcisme aux yeux de tous. Tout le monde se prépare à suivre le convoi de voitures jusqu'au cimetière de Vic-sur-Aisne, arrivé sur une plaine désertique, bordée de conifères, laissant paraître un ciel gris et ombrageux. Une bise glaciale vient alors de se lever en refroidissant davantage l'ambiance, d'une morosité plus que morbide. L'inhumation du corps de Marion se fait dans un silence à couper au couteau, la majeure partie des personnes présentes étant fragilisées par son départ. Martin arrive alors devant sa tombe, laissant tomber une rose en guise d'adieu dans la fosse, qui résonne dans un bruit sourd contre le cercueil. À la fin de la cérémonie, Pierre et Claudine prirent le chemin du retour, une fois arrivés à leur voiture. Ils prennent alors leur ami Martin dans leurs bras et Claudine lui murmure alors à l'oreille. Ne sois pas désespéré, Martin, Marion est toujours là, parmi nous. Ce sont de dures épreuves à supporter pour toi, mais sache que nous sommes toujours près de toi, quoi qu'il arrive. Oui, on est de tout cœur avec toi et sache que tu peux compter sur nous. N'hésite surtout pas à nous appeler, tu n'es pas tout seul à souffrir de sa disparition, car nous aussi nous l'aimions très fort. Martin, alors silencieux, pris sous le coup de l'émotion, a une larme qui lui coule le long de sa joue. C'est vrai qu'ils sont de vrais amis pour lui, se dit-il, mais Martin doit affronter cette période de deuil seul et ne pas venir les encombrer dans leur vie de couple avec ses continuelles afflictions. Martin embrasse alors ses amis et leur adresse un sourire presque désabusé, en leur faisant un signe de la main. Pour finir par les voir démarrer leur voiture, faire demi-tour et rentrer chez eux. Un sentiment de déjà-vu, comme un sentiment d'abandon, s'empare alors de lui, se remémorant les moments qu'il avait eu à subir lorsqu'il n'était qu'un enfant, ramené à son point de départ au sein de l'orphelinat de Saint-Malo par une famille d'accueil, ayant jugé que Martin, à l'époque, était trop indiscipliné et turbulent. Cette culpabilité était en lui depuis sa plus tendre enfance et venait d'accentuer ses souffrances quotidiennes liées à la disparition subite de Marion et qui perdureraient dans le temps.
Tous les invités ainsi que la famille sont partis, il ne reste plus que Martin, Maurice et Christine, qui sont eux-mêmes rentrés au domaine, suite à l'invitation que Maurice a faite à Martin, à l'insu de sa femme Christine, pour le souper de ce soir. Attablés autour d'une table au sein de la salle à manger. La servante rapporte alors les mets suivis du plat principal, la soirée se passe sous de bon augure, mais c'était sans compter sur la bienveillance de Christine, qui ce soir-là a fait subir à Martin une avalanche de critiques portées sur des propos purement mercantiles. Dites-moi Martin, j'aimerais bien savoir comment vous comptez amortir votre crédit qui est en cours, car le saviez-vous, moi et mon mari sommes les uniques garants de cet appartement et il serait grand temps de penser à le mettre en vente. Ne pensez-vous pas ? Mais vous n'allez pas commencer. Un jour comme celui-ci, n'avez-vous pas un tant soit peu de pudeur dans vos sentiments ? N'avez-vous pas encore compris que notre fille est morte et que nous ne la reverrons plus? Essayez au moins de faire preuve de rationalité et de respect envers notre hôte, je vous prie. Christine, subjuguée de voir Maurice lui tenir tête de la sorte, réplique. Du respect. Pensez-vous que cet individu a eu un tant soit peu de respect envers ma fille, elle qui est passée cadre alors qu'elle n'avait à peine que 25 ans? Un tel esprit d'éveil, comme peu de sa faculté, ont pu rivaliser. Mais vous, Martin, qu'étiez-vous à cette époque? Un manutentionnaire ou peut-être un chauffeur-livreur, pour en définitive devenir un simple chauffeur de taxi? Quelle belle perspective pour votre avenir. C'est vous qui êtes en grande partie responsable de sa mort. Elle le savait que trop bien, en se mettant avec vous, qu'il fallait combler le manque à gagner à travers ces longues et laborieuses journées de travail. Elle n'a fait que de vous porter sur ses épaules tout au long de ces années, ne vous en rendez-vous pas compte aujourd'hui? Maurice, sur le coup de la colère, frappe violemment du poing sur la table, faisant chavirer les verres de cristal, déversant alors leur contenu, et s'adresse à Christine d'une voix tonitruante sur un ton grave et autoritaire. Bon maintenant, cela suffit. Faites-moi le plaisir de vous taire et de quitter cette table sur le champ. Je n'en ai que trop entendu pour ce soir, et fichez-moi le camp dans votre chambre. Aussitôt, Christine quitte la table d'un air dédaigneux, jette sa serviette dans son assiette, pour aller se réfugier dans sa chambre, et d'un geste désobligeant repousse sa chaise violemment. Un long moment de silence imprègne alors la salle à manger du domaine. Maurice n'eut pas l'aisance nécessaire pour remonter le moral de Martin. Issu d'une famille bourgeoise, les mots lui manquent, mais lors de son départ, alors qu'il raccompagne Martin jusqu'à sa voiture, de manière spontanée, Maurice l'étreinte dans ses bras. Puis de façon plus réservée, le prend par les épaules, lui-même gêné par ce débordement d'émotions incontrôlées, pour finir par lui prendre sa main et lui dire. Tu sais, fils, tu n'es pas seul, et sache que tu peux toujours compter sur moi, quoi qu'il arrive. Et n'oublie pas que toi et moi, nous avons traversé cette pénible épreuve depuis son commencement. Je ne sais pas encore comment je vais me remettre de tout cela. La savoir si heureuse à tes côtés me remplissait de joie. Mais aujourd'hui, que me reste-t-il? Merci Maurice, mais il te reste encore une chose à bâtir, l'espoir et le fait de ne jamais l'oublier et de nous efforcer de vivre du mieux que nous le pouvons suite à cette épreuve, et de ne surtout pas nous abandonner à nous lamenter continuellement sur notre sort. C'est du moins ce que je pense de ce qu'elle attendrait de nous. Maurice pose alors sa main sur l'épaule de Martin et lui dit. Merci Martin pour tes paroles. Je vais te laisser maintenant, prends bien soin de toi et fais attention sur la route. Martin prend le volant et fait un dernier signe de la main à Maurice, le regard attristé par tant de souffrances et de mésentente au sein du couple de ses beaux-parents, pour reprendre le chemin en direction de la capitale. Au fond de lui, Martin sait que Maurice est un homme juste et loyal, portant désormais à lui seul l'affection de toute la famille de Marion et qu'il a encore un tant soit peu de liens familiaux avec elle. Les semaines se suivent et, face au grave traumatisme post-mortem qu'il subit, Martin ne se démonte pas, pris par la tourmente de ses tâches administratives et bancaires. Il met en vente leur appartement en rapport avec plusieurs agences immobilières et finit par résoudre ses problèmes financiers étroitement liés à sa belle-mère, Christine. Chacune de ces démarches le replonge dans son passé avec Marion lors de l'acquisition de cet appartement rue Le Pic, dans lequel ils auront partagé tant d'années, mais qui aujourd'hui ne sont plus que des souvenirs. Claudine et Pierre ne rechignent pas de nouveau à l'aider pour son déménagement. Pour, en définitive, stocker l'ensemble de ses meubles dans un box, près de chez lui. Martin, ayant rendu une grande partie des affaires de Marion à ses parents, suite à la demande de Christine, pour ne conserver alors que sa collection de DVD, son échiquier et un simple foulard de Jean Patou, qu'elle aimait emporter autour de son cou. De manière synchronisée avec la vente de leur appartement, Martin reprit contact avec ses anciens bailleurs, un vieux couple de retraités vraiment charmants et d'une infime gentillesse, se réjouissant de relouer leur appartement à Martin. Le retour de Martin au sein de ce petit logement du 5e arrondissement ne fut pas si difficile que cela, émotionnellement parlant. Comme s'il ne l'avait jamais quitté, en occultant de sa mémoire.
Près de 5 ans de sa vie, après avoir fait preuve de combativité, de s'être relevé les manches et avoir réglé en majeure partie tous ses problèmes d'ordre financier et administratif. Inlassablement, le temps passe et la morosité s'installe de nouveau dans sa vie, faisant place à une routine et à une nonchalance. Martin n'a plus la moindre préoccupation ni ambition dans son existence, lui permettant de se focaliser vers une forme d'hédonisme, ayant résorbé son problème de logement et du même coup ses problèmes financiers. Dans le feu de l'action, il affrontait vaillamment et exorcisait ses propres démons. Mais sorti de cette période tumultueuse et considérant son appartement comme une forme de rempart, il se retrouve à ne plus pouvoir dormir la nuit, sous l'emprise de son passé, qui aujourd'hui le harcèle et l'amoindrit. C'est alors qu'il prend la décision de changer pour un poste de nuit en tant que chauffeur de taxi. S'apprêtant à faire sa demande auprès de son responsable Robert, qu'il accepte, sans même rechigner. Près de 2 ans se sont passés depuis la mort de Marion, et Martin, seul dans son petit appartement, passe la majeure partie de son temps libre les après-midi à rester prostré, dans une neurasthénie profonde, devant sa télévision, les volets fermés. Il s'est trouvé un nouvel exutoire, l'alcool, qui lui permet d'atteindre, selon ses dires, un état second à ne plus penser, ni même réfléchir. Un soir, sous l'effet de l'ivresse, Martin se mit face à son miroir de la salle de bain, en scrutant ses yeux. Pour finir par plonger au cœur de ses pupilles au sein même de sa mémoire et de ses souvenirs. Se remémorant un soir d'hiver dans cet appartement, alors qu'il neigeait, Marion et lui, sur le canapé emmitouflés sous la couette, alors que la chaudière collective était tombée en panne, se réchauffant devant la télé, à boire un bon chocolat chaud ou de ces longues parties d'échecs, les jours de pluie, alors que Martin manquait foncièrement de faire play face à une telle adversaire. Martin se trouve de plus en plus désarmé face à son existence. Tous ces instants passés, les joies et les rires partagés, qui désormais ne se feront plus entendre. Aujourd'hui, tout lui paraît insipide, il n'a plus l'envie ni la force d'affronter cette vie. Lui qui était auparavant si imaginatif avec un sens de l'humour à toute épreuve. Il sombre littéralement dans l'ivresse de l'alcool, et cela toutes les nuits en rentrant de son travail à 3 heures du matin, pour trouver un tant soit peu la force d'aller se coucher, et s'enfonce de plus en plus vers un état dépressionnaire. Mais la vie peut parfois réserver des surprises et même si tout peut paraître sombre et obscur, il y a toujours un peu d'espoir au bout de l'horizon. C'est alors qu'une nuit, pendant son service en tant que chauffeur de taxi, Martin fit de drôles de rencontres avec différents clients plus que pittoresques et cela lui permit, en contrepartie, de se ressourcer dans son fort intérieur. Un soir, il prit dans son taxi un jeune homme sympathique et fringant épris d'une jeune femme qu'il avait rencontrée la veille au soir, elle-même serveuse, travaillant par vacation dans une chaîne de restauration rapide. Le jeune homme, sous l'emprise de ses sentiments, un bouquet de fleurs à la main, demande alors à Martin de se mettre en quête afin de retrouver cette jeune femme, pour finir par la retrouver après 3 heures de laborieuse recherche. Après une telle tournée, Martin n'a qu'une envie, c'est de rentrer chez lui. Aucune envie ce soir de s'alcooliser, il va directement se coucher, épuisé par la course. La semaine suivante, c'est un vieux couple d'origine hongroise, se tenant continuellement par la main, le regard plein de douceur et d'empathie, qui monte dans son taxi, en évoquant à Martin leur première mémoire et de souffrance dans leur existence, pour enfin voir leur fils ainsi que leur belle-fille et leurs petits-enfants, après tant d'années de séparation. Oui, pour Martin, ces derniers temps ont été plus que bénéfiques à travers quelques belles leçons d'humilité qui lui ont appris que l'espoir n'était pas un simple élément qui parfois lui paraissait inaccessible tout comme un rêve ou une fiction, mais aussi un jardin bien réel, qu'il fallait continuellement cultiver et entretenir. C'est à partir de cet instant que Martin décide d'ouvrir ses volets après une longue période de léthargie et se remet à reprendre un tant soit peu d'espoir, bien décidé à faire preuve de courage face à sa détresse passée. Tout comme les mauvaises conséquences s'enchaînent, les éléments positifs aussi. Pierre et Claudine, affublés par le désespoir continuel que subissait leur ami Martin, décident alors de l'inviter ce soir au pub, ne sachant pas alors que Martin avait déjà mis le pied à l'étrier vers sa prochaine rédemption. C'est dans ce même pub qu'a eu lieu la première rencontre de Marion et de Martin, il y a 8 ans maintenant. L'endroit n'a pas changé d'un pouce et est resté toujours dans son jus, comme épargné par le temps. Pierre et Claudine, ayant anticipé leur arrivée, s'installent à la même place qu'à l'époque, afin de déclencher une réaction auprès de Martin, qui arrive un peu plus tard et vient dire bonjour à ses amis Pierre et Claudine. La serveuse arrive pour prendre la commande. Bonsoir, nous prendrons 2 bières blondes et une pina colada, s'il vous plaît. Alors que Martin vient de s'absenter pour déposer sa veste au vestiaire. Pierre et Claudine, dans la complicité, déposent sur la table du pub 5 photos portraits de Marion. La 5e photographie, elle est totalement inconnue de Martin et la représente debout sur un fond noir, elle-même vêtue d'un maillot de corps gris. Martin, à son retour, est étonné et à la fois ému de contempler le visage si radieux de sa défunte compagne et finit par se poser des questions. Mais comment avez-vous eu toutes ces photographies? C'est Marion, à l'époque, qui les avait faites en double exemplaire et nous les avait données. Martin sentit son cœur battre dans sa poitrine et d'une voix apaisée dit. Elle est ravissante,
Oh, mais je me rappelle très bien de ces deux-là, le jour où tous les quatre nous étions partis faire un pique-nique au bois de Senlis. Martin prit alors entre ses mains la photographie de Marion, qui lui était parfaitement inconnue jusqu'alors. Quant à celle-ci, je ne l'avais encore jamais vue, elle est superbe, c'est une photo portrait, du moins ça y ressemble, mais dis-moi Claudine, si ma mémoire est bonne, c'est le fameux soir de notre première rencontre qu'elle a été prise, je ne l'ai plus jamais vue habillée de la sorte, après ça. Oui, je suis tombée dessus par hasard le week-end dernier en voulant récupérer mes données sur mon ancien téléphone portable. Mais comment as-tu fait pour l'obtenir? C'est Marion qui te l'a donnée, je n'ai pas le moindre souvenir de cette photo. C'est normal, le premier soir de votre rencontre, peu de temps avant qu'elle parte, Marion s'est dirigée vers le vestiaire, cherchant son coupon dans son sac à main, afin de récupérer sa veste. Moi, tu me connais. Comme à mon habitude, je suis arrivée furtivement derrière elle, lui ai tapé sur son épaule et l'ai prise en photo, ou plutôt volé cette photo. Comment a-t-elle réagi? Elle a dû être en colère, non? Non, pas du tout, bien au contraire, elle m'a simplement souri. Tiens, je te l'offre, je suis sûre qu'elle deviendra ta première source d'inspiration bientôt. Merci Claudine, tu as tout à fait raison, rien qu'en la regardant, cela me donne déjà l'envie de me remettre à mon chevalet, elle est comme au premier instant. Le soir où je l'avais abordée dans ce même lieu. Oui, déjà 8 ans se sont passés et elle fait toujours partie de nos vies à Pierre et moi, elle nous manque tellement, tu sais. Mais je reviens sur ce que tu disais, tu ne plaisantes pas, tu comptes vraiment te remettre à peindre? Oui, et le plus tôt sera le mieux, c'est faux, mais en regardant cette photo, j'ai comme l'impression de revenir à nos premiers instants, quand je l'avais dessinée au crayon, le jour de notre premier rendez-vous à mon appartement. Cela veut dire que tu es sur la bonne voie et que tu es enfin sorti de cette période néfaste. Tu n'as pas idée du plaisir que tu nous fais à Pierre et moi en nous disant cela. Toi qui avais toujours rêvé de réaliser un jour son portrait sur une toile, cela serait une véritable catharsis pour toi. Pierre prit alors la main de son meilleur ami et lui dit « Heureux de te revoir parmi nous, Martin. Après plus de 2 ans, Claudine et moi, nous finissions par ne plus y croire et te voilà sorti de cette sombre période, enfin. Alors, tu commences quand? Et, laisse-lui un peu de temps pour émerger. J'ai passé suffisamment de temps à réfléchir à tout cela ces derniers temps et, en définitive, je compte m'y remettre très bientôt. Mais avant ça, il va falloir que je fasse un bon coup de ménage dans l'appartement, car ces derniers temps, il faut bien le dire, je me suis un peu laissé aller. » Pierre et Claudine constatent avec enchantement que Martin est enfin sorti de ses angoisses et c'est sur ces quelques notes d'espoir que la soirée se passe. En évoquant les bons souvenirs qu'avaient vécus nos deux couples à travers toutes ces années de souvenirs. Cette longue période sombre ayant pris fin, comme s'il avait tourné la page d'un livre, ce chapitre étant clos, Martin est enfin prêt à reprendre sa vie en main ainsi que son art, sans jamais capituler. Comme le dit souvent Pierre, le naturel revient toujours au galop, et Martin avait ce soir-là, parfaitement compris le message, adressé tout particulièrement en l'hommage de son unique amour, Marion. Un peu plus tard, dans la soirée, Pierre et Claudine reprirent leur route. Martin, lui, préfère rentrer à pied, profitant du climat d'une douce nuit d'un début d'automne. C'est en arrivant enfin chez lui que Martin se plonge sous ses draps, afin de récupérer d'un long sommeil toutes ses nuits d'insomnie. Ce soir-là, Martin est en parfaite harmonie avec lui-même et fait un rêve, l'entraînant sur les remparts de Saint-Malo, sa ville natale. Marion est à ses côtés, radieuse et toujours pleine de vie. Comme si le passé reprenait cours dans son existence à l'instant présent. Marion s'était enfin manifestée dans ses rêves et il comprit à cet instant, s'étant abandonné à son triste sort, qu'il risquait définitivement de la perdre jusqu'au restant de ses jours, s'il ne réagissait pas à combattre ses propres ressentis négatifs. Enfin sorti de son alexithymie, à ne pouvoir communiquer ses propres sentiments, c'est à travers son âme et conscience qu'il fait face à l'adversité. Car Martin est une personne volontaire et combative qui a toujours su faire preuve de bon sens à se remettre en question envers lui-même et les autres. Et c'est le lendemain matin, avec l'aide de ses deux amis, que Martin reprend enfin sa vie en main.